Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à notre colloque d'aujourd'hui qui porte sur le thème l'Irak 20 ans après l'invasion. Je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'UQAM. Je suis aussi professeur au département de sciences politiques à l'UQAM. J'ai le plaisir de réunir deux équipes de recherche de la chaire Raoul Dandurand, l'équipe de l'Observatoire sur les États-Unis et l'équipe de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, à l'occasion de deux ateliers qui nous permettront de faire un bilan de cette invasion, de cette occupation, de cette guerre qui a profondément marqué les relations internationales, qui marque encore la région du Moyen-Orient, qui marque encore les débats de politique étrangère aux États-Unis. Et on va discuter de ça avec des personnes qui ont fait beaucoup de recherches sur cette guerre, sur la politique étrangère des États-Unis depuis et sur les bouleversements au Moyen-Orient qui ont suivi cette invasion lancée, on le rappelle, le 20 mars 2003 par le président George W. Bush, qui affirme à l'époque, on s'en souvient, que le régime de Saddam Hussein collabore avec les responsables du 11 septembre 2001, qu'il prévoit d'attaquer les États-Unis et leurs alliés avec des armes de destruction massive. Donc l'invasion et l'occupation de l'Irak a duré près de 9 ans. Elle continue de susciter de nombreuses critiques aux États-Unis, au Moyen-Orient, mais aussi parmi les alliés traditionnels de Washington. On se souvient que certains de ces alliés n'avaient pas appuyé la guerre, la France, le Canada notamment. Donc 20 ans plus tard, quelles sont les leçons et les conséquences de cette guerre? Quels ont été les effets de cette guerre et de cette occupation sur la société irakienne, sur la géopolitique au Moyen-Orient, sur les débats politiques aux États-Unis, la politique étrangère des États-Unis et les relations entre les grandes puissances? Quel avenir se dessine pour l'Irak à l'heure où Washington et les principales capitales occidentales se détournent de plus en plus du Moyen-Orient pour se concentrer sur d'autres régions, l'Asie notamment? Donc, je le disais tout à l'heure, on va répondre à certaines de ces questions grâce à deux ateliers. Un atelier, le premier de la journée, qui réunit des chercheurs de l'Observatoire sur les États-Unis, de la chaire Raoul Dandurand. Je vais vous les présenter dans un instant. Et après une pause, tout à l'heure, on aura un deuxième atelier qui réunira des chercheurs de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc, voici pour ce qui est du format de la conférence, du colloque d'aujourd'hui. C'est un format table ronde. Donc, je vais poser des questions aux intervenants lors du premier atelier, lors du deuxième atelier. Cette conférence est en mode hybride, donc il y a des gens en présence dans la salle qui pourront poser des questions durant les deux ateliers. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent à la maison aussi. Je les salue, je vous remercie d'être là. Et je vous invite à poser également vos questions durant les deux ateliers dans la boîte que vous voyez, la boîte prévue à cet effet, là, que vous voyez sur la page Internet sur laquelle vous êtes en train de regarder le colloque. Donc, quelques données à propos de la guerre en Irak avant que je vous présente nos intervenants. Il y avait un article super intéressant de Robert Draper du New York Times qui a été traduit dans la presse au cours des derniers jours et qui rapportait des données chiffrées qui ont été recueillies par l'Université Brown aux États-Unis. Des données qui nous rappellent que les États-Unis ont dépensé environ 2 000 milliards de dollars en Irak au cours des 20 dernières années pour cette invasion, cette occupation, cette guerre. On sait aussi que 8 500 militaires et sous-traitants américains ont perdu la vie durant cette guerre. 300 000 autres sont rentrés chez eux en souffrant de troubles de stress post-traumatique. Je cite ici l'article de Robert Draper. Et en Irak aussi, cette guerre a été extrêmement destructrice, extrêmement sanglante. Cet article nous rappelle que l'Irak a perdu près d'un demi-million de civils au cours de la guerre et des 8 années d'occupation américaine. Donc, end of the quote. Donc, on aura l'occasion de rappeler le bilan de cette guerre que plusieurs présentent comme un échec. D'ailleurs, il y a deux auteurs d'un ouvrage qui est paru 5 ans après la guerre qui s'intitulait L'échec, l'erreur, pardon, mais vous avez parlé d'un échec ailleurs aussi. Erreur, échec, je pense que c'est assez synonyme, mais c'est vrai que l'ouvrage s'intitulait L'erreur, c'était sur la guerre en Irak 5 ans après. Donc, je vous les présente sans plus tarder, en tout cas deux des auteurs de cet ouvrage, parce que l'autre était Charles-Philippe David, qui ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui, malheureusement. Mais Karine Prémont est professeure à l'École de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Elle est directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis et elle a travaillé à l'Observatoire sur les États-Unis depuis les débuts de l'Observatoire. L'Observatoire a été créé en 2001, donc on se souvient que la guerre débute en 2003. Donc, Karine s'est beaucoup penchée sur la question et avait publié ce livre, L'erreur, la guerre en Irak 5 ans après, avec
Bonjour Karine, c'est un plaisir de te voir. Excuse-moi, je vais un peu vite parce que je vais vous donner la parole rapidement. Ton collègue Julien Toureille, à ta gauche, était co-auteur de cet ouvrage également. Il est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis, a écrit une thèse de doctorat sur les guerres irrégulières que les États-Unis mènent un peu partout dans le monde. Donc, il s'est beaucoup penché sur la guerre en Irak notamment. Julien, c'est un plaisir de te retrouver. J'y vais rapidement avec les bios parce que vous avez de longs CV et on ne sera pas sorti d'ici avant demain, si je lis tout ce qu'il y a dans le CV. Merci d'être là. Raphaël Jacob est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis. Il a écrit un article sur les 20 ans de la guerre dans l'actualité que je vous invite à lire. Vous pouvez le retrouver en ligne. Il nous fera part de ses réflexions sur les conséquences, le bilan de cette guerre. Et finalement, bonjour Raphaël. Et finalement, Vincent Boucher est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis. Ils le sont tous et toutes. Et il a publié beaucoup d'articles et d'ouvrages sur la prise de décision au sein de la Maison-Blanche, la prise de décision en matière de politique étrangère aux États-Unis. Donc voilà, je suis allé très vite parce que je veux vous laisser la parole le plus rapidement possible et que l'on tienne cette discussion sur ce que cette guerre-là, cette invasion veut dire pour les États-Unis 20 ans après. Et je commencerai tout de suite par Raphaël. Je te lancerai cette question. Si on regarde la genèse de cette guerre, elle a commencé il y a 20 ans, mais peux-tu nous rappeler un petit peu le contexte et d'où est venue l'idée d'envahir l'Irak en premier lieu? Je sais qu'on s'interroge beaucoup, même 20 ans après, sur les raisons qui expliquent la décision de W. Bush, mais peux-tu nous remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, s'il te plaît? Lorsqu'on parle de genèse, on pourrait remonter 20 ans en arrière, on pourrait remonter 30 ans en arrière, on pourrait remonter en fait 90 ans en arrière. Fait, en faisant ça le plus bref possible, puis en sachant que Julien, qui fait partie de la table ronde, je me dis que je vais lui laisser davantage le rôle de parler du néoconservatisme aux États-Unis et du rôle des ceux qu'on avait surnommés les Vulcains dans l'entourage de M. Bush. Donc, évidemment, au final, la décision va avoir été prise et va avoir été appliquée par l'administration du président Bush. En même temps, les racines de ce conflit-là, je vous soumettrai, remontent à avant ça. On peut remonter, en fait, d'abord et avant tout, à la fin de la guerre froide, lorsque, à l'époque, un certain Dick Cheney, qui était le secrétaire à la Défense sous le premier président Bush, avait ordonné à ses conseillers, incluant un certain Paul Wolfowitz de l'époque, à l'époque de l'invasion de l'Irak, on en avait également beaucoup parlé, de lui préparer essentiellement un plan, une feuille de route pour ce que serait le monde post-guerre froide. Et l'idée était d'assurer l'hégémonie américaine, notamment au Moyen-Orient. Et quand on se replonge dans tout ce qui a pu motiver stratégiquement, géostratégiquement, l'administration Bush, il y avait beaucoup de ça qui remontait à des dessins, je parle de dessins dans le sens objectif, bien avant 2003 ou même l'élection de George W. Bush. Donc, ça, il y a ça d'une part. Si on monte beaucoup plus loin, on se parle, évidemment, on est tous intéressés d'abord et avant tout par l'aspect américain, l'angle américain de la chose. Je pense qu'il faut quand même jamais perdre de vue le fait que les Américains avaient un partenaire majeur dans ce conflit-là, dans cette invasion-là, qui s'appelait le Royaume-Uni. Quand on remonte un petit peu plus loin dans l'histoire de la région, la région du Moyen-Orient, de façon plus large, ce qu'on voit, c'est que les Britanniques et les Américains se sont essentiellement échangés des positions de pouvoir presque totales sur plusieurs de ces États-là. Et quand je parle des États, prenez l'Arabie saoudite, prenez le Koweït, prenez l'Irak, prenez l'Iran, ce sont des gouvernements, ou tout au moins des États, qui ont été largement créés, et ça je pense qu'on en avait beaucoup moins parlé il y a 20 ans, mais qui est drôlement important à comprendre, qui ont été largement créés par l'Empire britannique. Il y a à peu près 100 ans, justement, d'abord et avant tout, pourquoi? Pour pouvoir transiger du pétrole plus facilement. C'est pas pour rien, soit dit en passant, que plusieurs de ces États-là s'étaient dotés de monarchie. C'est que les Britanniques, à l'époque, se disaient que ce serait plus facile de transiger avec une seule personne qu'avec un gouvernement démocratique qui peut être, disons, plus difficile à gérer. Et on a parlé beaucoup des tensions avec Saddam Hussein. Lorsqu'on se parle de l'Irak spécifiquement, je vous soumettrais qu'on pourrait remonter aux années 50, lorsqu'on a vu la première révolution en Irak pour essayer de chasser en partie ou en totalité l'influence britannique et américaine dans la région, alors que dans les premières décennies suite à la création de l'Irak semi-moderne du milieu du 20e siècle, on avait une entente Oil for Security, OFS, pétrole pour sécurité, ce qui est essentiellement ce qu'on avait au Koweït, ce qu'on avait en Arabie saoudite, etc. Donc, quand les Irakiens, à la fin des années 50, ont essayé de faire fi de ça, de mettre ça de côté, très rapidement, il y a des tensions qui ont commencé à être observées. Quand Saddam Hussein est arrivé, évidemment, ça a grimpé encore d'une couche, et ça, c'était à la fin des années 70. Donc, la morale de l'histoire étant très brève, l'histoire est très longue, et la genèse remonte à beaucoup plus longtemps,
beaucoup plus loin. Je pense que on peut se parler du prétexte du 11 septembre, on peut se parler d'Al-Qaïda, on peut se parler... Au final, l'aspect géostratégique et l'aspect énergétique, en montant très, très, très loin en arrière, à la fois pour les Britanniques et pour les Américains, me semble vraiment central. Tu nommes quand même des gens. Tu as parlé de Dick Cheney, on a parlé de Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld. Karine, peux-tu nous rappeler un petit peu quel est le processus décisionnel au sein de la Maison-Blanche au moment de prendre cette décision? Quelles sont les leçons de cette décision-là, sachant qu'il y a des gens qui se sont probablement imposés, qu'il y a d'autres personnes qu'on n'a pas écoutées? Donc, qu'est-ce que tu te rappelles du processus décisionnel? Quelles sont les leçons de cette décision? Je ne me fierai pas à ma mémoire parce que je ne suis pas sûre que ce serait une bonne chose, mais ce qui est fascinant avec ce processus décisionnel-là, c'est qu'on en connaît beaucoup de choses dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de décisions, je retire ce terme, il n'y a pas beaucoup d'événements de politique étrangère qui sont aussi documentés, à part peut-être le Vietnam et la crise des missiles de Cuba. Donc, c'est un des événements de politique étrangère les plus documentés. On a écrit et écrit et écrit sur comment on en était arrivé là. Donc, on a déjà beaucoup d'éléments, peut-être trop des fois, qui font en sorte que on a un portrait quand même assez large de ce qui s'est produit ou de ce qui aurait dû se produire qui ne s'est pas produit. Alors, ce qu'on comprend essentiellement, et c'est à peu près le même constat 20 ans après qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans, c'est-à-dire que chaque personne impliquée dans le processus avait sa propre raison pour vouloir intervenir en Irak, essentiellement. Vous allez aujourd'hui entendre plusieurs justifications, sans doute. Vous en avez lu dans la presse aussi. Depuis 20 ans, on dit que les Américains sont intervenus pour les armes de destruction massive, pour le pétrole, pour la démocratie, pour toutes sortes de raisons, pour des raisons géostratégiques, etc. Tout ça est à la fois vrai et pas tout à fait complet. Et c'est ça qui est fascinant avec le processus décisionnel lors de cette période-là de l'histoire, c'est que chacun avait sa raison, chacun a essayé, d'une certaine façon, de justifier le conflit avec ses propres a priori. Évidemment, il y a des personnes qui ont été un peu plus prédominantes que d'autres. On est au début, en tout cas, on est dans le premier mandat Bush. Évidemment, alors les rapports de force ne sont pas les mêmes qu'à la fin. Donc, il y aura quand même des changements par la suite. Mais effectivement, Raphaël a parlé de Dick Cheney, Paul Wolfowitz, il y a Donald Rumsfeld aussi. Ce sont de grands joueurs, de gros joueurs au sein du processus décisionnel qui ont cet agenda plus ou moins complet d'aller en Irak. Maintenant, avec le recul, ce qu'on a appris, et il y a d'autres, pour répondre à ta question, il y a d'autres joueurs qu'on a moins entendus. On parle toujours de Colin Powell, de Condoleezza Rice, qu'on a moins entendus. Il y avait aussi des rapports de force à l'interne, c'est-à-dire que justement, là, des petits accrochages, notamment entre Cheney et Powell, etc. On a voulu écarter Rice aussi. Donc, il y a toutes sortes de manœuvres bureaucratiques pour écarter certains joueurs. On profite de l'inexpérience et du manque de leadership de George W. Bush aussi pour installer nos pions, pour jouer un peu. Chacun joue sa game d'échecs. Chacun joue tout seul, on dirait, contre tous. Et c'est ce qui donne cette confusion-là. D'ailleurs, on va dire... La décision d'aller en Irak n'a jamais eu lieu. Il n'y en a pas eu de décision formelle. Il n'y a pas un mémo qui dit « on y va ». Personne n'est capable de se rappeler à quelle réunion on a décidé ça. C'était sous-entendu qu'on y allait depuis quand même assez longtemps. Je digresse un peu. Voilà. Je vais finir par faire une phrase qui a de l'allure. Pour revenir à cette idée de qu'est-ce qu'on a appris du processus décisionnel, on a appris différentes choses, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement des phénomènes nouveaux, mais on a eu un portrait plus complet, une perspective plus approfondie, si on veut, de différents phénomènes. Notamment, on en a un peu parlé, les entrepreneurs, c'est-à-dire les conseillers qui tentent d'imposer leur agenda en manœuvrant un petit peu le jeu bureaucratique pour tenter d'imposer leur point de vue. Il y a des articles qui ont été écrits justement sur Dick Cheney, sur Paul Wolfowitz, donc des gens qui ont un objectif de politique étrangère très clair et qui vont tenter, par différents moyens, d'y arriver, de modeler la politique étrangère en ce sens-là. On a aussi beaucoup appris sur les analogies historiques, sur l'importance des analogies historiques, parce que, rappelez-vous, on comparait Saddam Hussein à Hitler, on comparait la situation soit au Vietnam, soit à la Deuxième Guerre mondiale. On a fait un paquet d'analogies historiques, et les analogies historiques sont intéressantes pour comprendre les processus décisionnels, parce que ça induit une réaction particulière. Si vous dites « faut pas aller là, ça va être comme le Vietnam », bien, on comprend qu'il y a risque d'enlisement, on comprend qu'il y a tout un narratif qui vient avec ça. Donc, on a appris davantage sur ça, surtout que quand on analyse
les analogies historiques qui ont été utilisées. Et Vincent, justement, Charles-Philippe et moi avons comptabilisé les analogies. Il y en avait des centaines qui étaient utilisées. Pour cette guerre-là? Pour cette guerre-là seulement. Ça dépendait à quel groupe idéologique vous apparteniez. Ça dépendait de la phase où on en était rendu dans la guerre. Ça dépendait de est-ce qu'on parlait publiquement, est-ce qu'on parlait en privé. Donc, on a davantage appris sur ça, sur l'impact que ça peut avoir, sur l'influence que les analogies peuvent avoir sur le processus décisionnel et comment ça peut fausser effectivement les décisions qu'on prend par ailleurs. Et je vous dirais peut-être une dernière chose, on a appris aussi sur les conséquences du rejet de l'expertise. Il y a toujours des débats particuliers au sein de la Maison-Blanche sur quel expert on écoute, à quel moment. C'était le cas sous Eisenhower. Eisenhower disait il faut se méfier à la fois des militaires et des experts aussi. Chacun veut tirer la couverture de son côté. Ensuite, on a... si je fais un saut historique, on a Reagan qui s'est accoquiné avec Edward Teller, notamment pour cette idée du bouclier antimissile. Donc, un rapprochement avec certains experts qui allaient un peu dans le sens idéologique de ce qu'on voulait proposer. Et là, avec W. Bush, et on va le voir ensuite dans d'autres administrations, bien, l'expertise qu'on retient n'est pas nécessairement celle dont on a réellement besoin. Donc, ça aussi, c'est un élément qu'on a peut-être réussi à mieux comprendre. Quel est le rôle de l'expertise ou comment on instrumentalise l'expertise pour atteindre nos objectifs politiques. Je vais m'arrêter là, mais on aura l'occasion sans doute d'y revenir. Je vais passer à Julien et je vais prendre la balle au bon. Karine, tu parlais des analogies historiques et de ce que les décideurs disent. Et dans les théories sur la politique étrangère, on s'interroge souvent à savoir quelles sont les intentions des décideurs. Est-ce que ce qu'ils disent à un moment précis de l'histoire correspond à leur pensée ou est-ce que ce ne sont pas des discours qui visent à convaincre, en fait, divers auditoires d'aller de l'avant avec un projet? Et dans le cas de W. Bush, Julien, une des questions que l'on se pose, c'est lorsqu'il nous parle des armes de destruction massive, est-ce qu'il y croit ou est-ce qu'il ment sciemment à la population américaine pour justifier son projet d'intervention en Irak? J'aimerais te lancer là-dessus et peut-être ça te donnera l'occasion de parler de la relation entre le président et les agences de renseignement à ce moment-là. On s'attribue en fait la parentalité de l'erreur ou de l'échec en disant c'est les agences du renseignement qui n'avaient pas de bonnes informations. Les agences de renseignement disent non, c'est le président qui a mal interprété nos infos. Donc, est-ce que W. Bush a menti à la population? Quel est le débat dans la littérature là-dessus? Et je sais que tu as coécrit l'ouvrage L'erreur avec Karine et Charles-Philippe. Et pour ce qui est de l'erreur, il y a Melvin Leffler aussi qui vient de faire paraître un ouvrage qui s'appelle Confronting Saddam Hussein. Et ce qu'il dit là-dedans, c'est que Bush a peut-être commis une erreur tragique, mais de bonne foi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là et quelle est ta position là-dessus? Donc, deux grandes questions. Oui. J'espère que tu avais bu un café. J'aurais dû en prendre deux, finalement. Peut-être pour répondre simplement à ta question sur la bonne foi de W. Bush, je pense qu'il est fondamentalement de bonne foi quand il évoque la question des armes de destruction massive. Qu'il n'est pas nécessairement dans un calcul rationnel où on dit on va utiliser une information qu'on sait pertinemment être fausse pour convaincre la population américaine. Il aurait dû être à cet égard-là beaucoup plus prudent dans son instinct finalement, parce qu'on sait que W. Bush, il aimait beaucoup expliquer qu'il prenait des décisions importantes d'instinct, que nécessairement il n'écoutait pas tout le monde, il ne faisait pas un calcul coût-avantage pendant de longues semaines comme Barack Obama pouvait par exemple le faire. Il aurait été un petit peu plus intéressé justement dans ce processus décisionnel, peut-être plus impliqué dans celui-ci, au lieu de se faire convaincre de part et d'autre par de nombreux acteurs autour de lui. Il aurait pu éviter cette erreur parce qu'il avait au sein de sa bureaucratie fédérale des éléments qui mettaient en garde contre de fausses analogies, contre une exagération de la menace. Par exemple, la communauté du renseignement, on y reviendra peut-être, il n'y avait aucun consensus au sein de la communauté américaine à l'effet que l'Irak avait des armes de destruction massive. Alors on pourrait me dire, la communauté du renseignement a rarement un consensus à 100%, on est rarement sûr, c'est la nature du métier qui veut ça. Mais dans le cas spécifique des armes de destruction massive, il y avait dans l'appareil bureaucratique, notamment dans cette fameuse communauté du renseignement, des gens qui disaient, écoutez, on n'est pas sûr, on ne pense pas, c'est peut-être pas si développé que ça, mais là aussi,
aussi, il y avait de mauvais souvenirs dans cette communauté du renseignement, notamment ce qu'on a découvert sur les armes de destruction massive à la fin de la guerre du Golfe de 90-91, où là, on a été surpris par l'ampleur des développements du programme d'armes de destruction massive de Saddam Hussein. Donc, on était un peu inquiet parce qu'on ne savait plus trop où il en était avec ça. Par ailleurs, il y a peut-être une utilisation et une exagération de cette menace de la part de l'administration Bush pour vendre la pertinence de l'intervention auprès de la population américaine. Si on regarde à l'époque, c'est l'un des arguments qui va faire mouche auprès des Américains. Ça va les inquiéter. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être pas l'argument massu auprès de la population, c'est peut-être plus le lien, et là je pense qu'il y a un mensonge, par exemple, plus délibéré, sur le lien qu'on va développer après le 11 septembre 2001 entre le régime de Saddam Hussein et Al-Qaïda. Là, il y a quand même beaucoup plus d'éléments qui montrent qu'il n'existe pas, et ce lien-là, au contraire, on aurait pu faire de Saddam Hussein un allié dans la lutte contre Al-Qaïda, et W. Bush en particulier va beaucoup, on l'oublie peut-être 20 ans après, mais va beaucoup utiliser cet argument-là du fait que Saddam Hussein appuie les mouvements terroristes, en particulier Al-Qaïda. Alors ce qui est intéressant dans la rhétorique, si je me souviens bien à ce moment-là, c'est qu'ils ne vont pas faire le lien directement, ils sont assez habiles. Ils vont laisser entendre que voilà, c'est un régime qui a soutenu le terrorisme, et on est dans le contexte de l'après-11 septembre, il y a Al-Qaïda. C'est vrai que le régime de Saddam Hussein a soutenu le terrorisme palestinien, par exemple, dans les années 90, mais on va faire le lien avec Al-Qaïda, et ce qui fait que les Américains vont être convaincus que Saddam Hussein a eu un rôle plus ou moins direct à jouer dans les attentats du 11 septembre. Et les Américains vont être convaincus pendant des années de ce rôle. Je ne vais pas regarder les derniers sondages, mais il y en a encore quand même une proportion assez importante qui croit ça. Donc je conclurai en disant que W. Bush, sur la question des armes de destruction massive, il aurait dû être plus prudent, mais je ne suis pas convaincu qu'il ait menti, au moins autant qu'il ait pu le faire sur la question de l'implication de Saddam Hussein dans les attentats du 11 septembre, parce que Raphaël évoquait la genèse de cette intervention-là, et évidemment le contexte immédiat, c'est celui du 11 septembre 2001, et je suis porté à penser que sans le 11 septembre 2001, il n'y aurait pas eu cette guerre en Irak, parce que même si les partisans de celle-ci, au sein de l'administration W. Bush, notamment les néoconservateurs, ont pu avoir une influence après le 11 septembre 2001, c'était même pas leur obsession lorsqu'ils sont arrivés là, semble-t-il, même si le renversement de Saddam Hussein faisait partie des objectifs officiels de la politique étrangère des États-Unis depuis au moins la loi adoptée en 1998. Donc, sans 11 septembre, pas de guerre en Irak, parce qu'il aurait été difficile pour W. Bush et cette administration de vendre ce genre de projet à la population américaine, mais aussi au Congrès des États-Unis, Vincent, parce que on s'en souvient, le Congrès accepte de voter, d'adopter une résolution. Bon, c'est adopté dans les deux chambres du Congrès à l'époque, une résolution autorisant le président W. Bush à mener cette guerre. Et on le dit souvent, parmi les gens qui votent pour cette résolution, il y a beaucoup de démocrates. Hillary Clinton et Joe Biden aussi, qui est président des États-Unis aujourd'hui. Peux-tu nous rappeler, parce que bon, on dit souvent le Congrès peut exercer un contrepoids au pouvoir présidentiel en matière de politique étrangère. Là, il n'y a vraiment pas de contrepoids. Le Congrès va de l'avant avec l'idée. Les membres des deux partis s'unissent derrière le président W. Bush. Comment on explique ça? Quel est le contexte? Peux-tu nous rappeler un petit peu quels sont les débats au Congrès des États-Unis durant cette période-là? Oui, je pense que c'est souvent l'aspect négligé un peu lorsqu'on étudie l'intervention d'Irak, c'est-à-dire qu'on prend pour acquis que le Congrès a donné un chèque en blanc à l'administration Bush pour mener une intervention en Irak, ce qui est à moitié vrai si on regarde ce qui s'est passé à l'époque dans les débats. Il faut quand même rappeler qu'il y a deux éléments de contexte hyper importants pour comprendre comment le Congrès a abordé la question de la guerre en Irak, du moins durant la période, les mois qui ont précédé l'intervention de mars 2003, si on peut remonter jusqu'au début de l'automne 2002. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un contexte institutionnel qui s'inscrit dans le temps long, c'est-à-dire que le Congrès, depuis les débuts de la guerre froide, avait pris l'habitude de déléguer ses pouvoirs en matière de guerre, en matière de relations internationales à la présidence pour des raisons de sécurité nationale, parce que le président et l'exécutif
peuvent ensemble répondre de manière beaucoup plus rapide aux menaces à la sécurité nationale qui confrontent les États-Unis. Et de multiples interventions militaires successives avaient démontré justement que le président, à travers son pouvoir de commandant en chef des forces armées, avait préséance sur la première branche du gouvernement fédéral américain, la législature, quand venait le temps de recourir à la force. Et souvent, le Congrès autorisait de manière rétrospective les interventions militaires ou donnait une autorisation relativement vague à l'exécutif pour mener ces opérations militaires. C'est ce qui est arrivé justement en octobre 2002, alors que le Congrès adopte une autorisation de recourir à la force si le président juge que c'est nécessaire en Irak pour garantir la sécurité des États-Unis, d'une part, et pour mettre en application, faire respecter les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies au sujet de l'Irak, justement. Et le débat, si on se tourne vers un élément de contexte plus politique, national, plus immédiat dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 qui ont été mentionnés par mes collègues, on se rappelle de l'anxiété qui prévalait justement aux États-Unis, de la peur constante qu'une autre attaque pourrait survenir et que peut-être justement l'administration Bush disait que le régime de Saddam Hussein possédait potentiellement des armes de destruction massive, avait peut-être l'intention de se doter d'une arme nucléaire qui pourrait être utilisée contre les États-Unis, qui pourrait se retrouver peut-être entre les mains d'organisations terroristes. Le lien avec Al-Qaïda était beaucoup articulé autour de cette idée de la peur du nucléaire qui pourrait être entre les mains des organisations terroristes. Donc, il y avait ce contexte, et il y avait le contexte aussi qui est largement négligé lorsqu'on se penche sur la question des élections de mi-mandat de novembre 2002. Mm-hmm. On prend pour acquis qu'il y avait un consensus national qui était béton, qu'il n'y avait pas de débat justement sur la question et que la résolution a été adoptée comme une lettre à la poste. Sauf que lorsqu'on retourne justement dans les articles de presse de l'époque, qu'on se penche justement sur les analyses qui ont été effectuées du contexte politique des mi-mandats, on constate que ce fut un enjeu quand même important dans le cadre de ce scrutin, que les républicains ont jugé bon de tabler sur leur avantage en matière de politique de sécurité nationale pour discréditer potentiellement les démocrates aux yeux des électeurs avant le scrutin de novembre 2002. On a fait pression pour que le vote survienne avant ces élections, en octobre, et on a tenté justement de placer les démocrates dans une situation intenable, c'est-à-dire que si on remettait en cause l'autorité du président en s'opposant à la résolution massivement, eh bien, les électeurs pourraient potentiellement sanctionner les élus démocrates à la Chambre des représentants et au Sénat. Et c'est un contexte électoral qui a largement favorisé le Parti républicain. C'est l'une des rares fois où on a gagné des sièges pour le Parti du président dans les deux chambres du Congrès, 8 à la Chambre des représentants, 2 au Sénat. C'est quand même assez remarquable. Et un dernier point important qui, je pense, vaut la peine d'être mentionné, et c'est une analyse qui est mise de l'avant par l'un des grands experts des rapports de force dans les pouvoirs de guerre, Louis Fisher, qui, dans son livre sur les pouvoirs de guerre du président, nous rappelle que le Congrès a un peu abdiqué de sa responsabilité en adoptant cette résolution avant les élections de mi-mandat. On l'a fait rapidement avec une information qui était jugée insuffisante, qui n'était pas convaincante. Il y avait des élus des deux partis politiques, incluant des républicains. On peut penser à John McCain, à Chuck Hagel au Sénat, qui disaient « On n'est pas convaincu par le renseignement que l'administration Bush nous donne ». Et on constate ici un des traits caractéristiques des relations entre les deux institutions en matière de politique de sécurité nationale et de défense, c'est l'asymétrie d'information qui avantage l'exécutif. On a fourni l'information qu'on voulait fournir aux élus dans un contexte électoral et on les a placés devant un choix intenable, les forçant à voter avant les élections de mi-mandat, et ça a donné une résolution qui a autorisé le président à recourir à la force s'il le jugeait nécessaire. Il y a plusieurs élus qui ont dit « on va donner à Bush le bénéfice du doute, on va lui laisser l'occasion de nous présenter par la suite, après avoir voté, des preuves plus convaincantes, des preuves finalement qui n'ont jamais été présentées ».
Oui, je disais, il y a peu de démocrates qui ont refusé d'appuyer la guerre. En fait, c'est 126 à la Chambre des représentants. Donc, il y a plus de démocrates à la Chambre qui ont dit non que de démocrates qui ont dit oui. Mais au Sénat, c'est le contraire. Il y a plus de sénateurs démocrates qui avaient dit oui, mais 21 avaient dit non quand même. Et c'est vrai que c'est dans un contexte électoral précis. Les démocrates voulaient faire campagne sur l'économie en pensant pouvoir battre W. Bush là-dessus. Ils ont dit donc on autorise la guerre en Irak, puis on passe à autre chose, mais ça n'a pas fonctionné. Comme tu l'as bien expliqué, les républicains ont fait des gains importants lors des élections de mi-mandat de 2002. Raphaël, je parlais de Joe Biden tout à l'heure. Je me rappelle avoir lu un livre qu'il a publié un peu plus tard, 2007, je pense, après les élections au Congrès de 2006, qui lui ont permis de devenir président de la commission de la Chambre, de la commission du Sénat sur les relations extérieures, pardon. Donc, il est devenu critique de la guerre, mais notamment de la préparation, de la gestion de la guerre une fois lancée et de la reconstruction. Je me rappelle dans son livre, il disait, c'est complètement ridicule au fond, quand W. Bush préparait ce qu'il allait faire une fois la guerre lancée, il y avait des simulations en fait au sein des départements avec des noms des divers acteurs irakiens sur des portes de bureaux et on simulait l'après-invasion, la reconstruction de façon assez improvisée finalement, en ne sachant pas trop ce qui allait se passer. Et je voulais te demander si c'était pas ça le problème finalement, parce que la décision d'intervenir, tu nous en as parlé un petit peu, elle remonte à plusieurs décennies, tout ça, elle s'inscrit dans un certain sillon qui date pas d'hier, au moment où on prend la décision. Mais qu'en était-il de la réflexion au sein de la Maison-Blanche, de cette administration, des gens qui pensaient à la guerre en Irak depuis longtemps, sur ce qu'on allait faire une fois la guerre lancée? Quelle réflexion! En fait, d'un point de vue politique, un n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir eu, en fait, il y a eu l'enjeu de prendre la décision d'envahir, puis il y a eu aussi, après coup, plus que la décision, en fait, le processus de gestion de l'après-invasion. D'un point de vue politique, tu mentionnais M. Biden. Pour ceux qui ont la mémoire relativement longue, qui se rappellent, ça parlait des élections de 2002, des élections de 2004, des élections présidentielles, le candidat démocrate à la présidence, M. Kerry, qui faisait aussi partie des 26 sénateurs démocrates environ, qui avaient voté 21. Mm-hmm. Lui, il avait voté pour. Il était plus que 21 qui avaient voté pour. Démocrate au Sénat. Oui, pardon. Peu importe, dans tous les cas. Vas-y. Parmi la vingtaine de sénateurs démocrates qui avaient voté pour, il y avait M. Biden, il y avait Mme Clinton, évidemment, il y avait M. Kerry. Et pendant la majeure partie de la campagne face à George W. Bush, l'argument de M. Kerry, qui ne pouvait pas évidemment dire que c'était une erreur d'envahir, il avait voté pour. Il disait, le problème fondamental, c'est comment l'administration Bush a bâclé la gestion pas juste la reconstruction, mais tout ce qui a été la gestion du pays après coup. Donc, un n'exclut pas l'autre. Ce que je pense qui est assez clair, c'est que, on parlait tantôt de les conseillers, Karine faisait allusion aux conseillers qu'on a peut-être écoutés davantage que d'autres, et elle parlait de M. Powell. Colin Powell avait une expression qui est devenue assez célèbre une fois que l'invasion a été lancée. À l'interne, il disait « avant » que ça ait lieu. « If you break it, you own it ». Autrement dit, à partir du moment où vous cassez ce pays-là, vous allez être responsable de gérer l'après-guerre ou l'après-invasion tout au moins. Puis, je veux dire, la liste d'erreurs qui a été faite a commencé par, ne serait-ce que le nombre de troupes qui étaient présentes. On en avait, si ma mémoire est bonne, quelques 100 ou 150 000 soldats américains. C'était 3 fois moins, grosso modo, qu'on avait utilisé pour la guerre du Golfe. Et jamais on s'était rendu proche de Bagdad lors de la guerre du Golfe. Donc, il y avait une question tout simplement d'effectifs humains américains sur le terrain qui était largement insuffisant. Il y avait ça de un. Il y avait le fait qu'on avait laissé de côté tous les membres du parti Ba'ath à l'époque, en se disant, écoutez, on doit purger le gouvernement irakien de ces gens-là, des fidèles de Saddam Hussein. Ça a eu des répercussions absolument catastrophiques, etc. Donc, au final, je pense qu'on ne saura jamais exactement ce que ça aurait donné si l'après-invasion avait été mieux gérée. On se rappellera qu'en 2007, après les élections de mi-mandat de 2006, le président Bush avait ordonné une sorte de sursaut de troupes. On avait envoyé des dizaines de milliers de troupes additionnelles et ça avait aidé jusqu'à un certain point à calmer l'insurrection. Sauf qu'au final, puis je conclurai peut-être là-dessus, même si ça avait été, entre guillemets, mieux géré, regardons ce qui s'est passé après le sursaut des troupes à la fin des années 2000, au début des années 2010. L'Irak est retombé d'une façon ou d'une autre dans un chaos relatif. Autrement dit, je pense que le problème sur le fond, laissons l'aspect politique de côté, mais sur le fond, le problème en était un, d'abord et avant tout, de décider d'envahir.
Puis, dernier petit point, en fait, Karine m'a inspiré là-dessus. Je ne l'aurais pas mentionné, mais elle citait le Vietnam. Il y en a aux États-Unis qui, encore à ce jour, disent que le Vietnam a connu le sort qu'il a connu parce que la guerre a été mal gérée par le président Johnson. Que le problème, ce n'était pas vraiment qu'on avait envahi, c'est que ça avait été mal géré. Donc, j'imagine il y en a encore aux États-Unis, et George W. Bush, soit dit en passant, on parle d'articles qui ont été publiés dans les derniers jours, a été cité dans les tout derniers jours en disant que 20 ans plus tard, il n'y avait pas de regret par rapport à la décision d'avoir envahi, que l'Irak se portait mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, dans le cas du Vietnam, dans le cas de l'Irak... Je vois Miloud qui est comme « Ah oui, hein? » On va en parler tantôt, Miloud. Dans le cas du Vietnam... Sami et Fadwa également. Comme dans le cas de l'Irak, il y en a encore à ce jour qui vont dire que la décision était bonne et qui vont blâmer la gestion. Je n'en fais pas partie, je veux dire comme ça. Karine, on a parlé de la population, de la réaction de la population à cette décision, la population américaine. On a parlé du Congrès. J'aimerais qu'on revienne sur les médias. Il y a 20 ans, comment les médias couvrent-ils cette guerre, cette décision? Et est-ce que la guerre en Irak a changé la manière dont les médias américains couvrent les guerres américaines, les interventions américaines, la politique étrangère américaine? Est-ce que je peux juste revenir sur ce que Oui, Raphaël a dit avant? Parce qu'en parlant du Vietnam, c'est quoi un succès de politique étrangère américaine? Et je parlais tantôt de la crise des missiles, on a parlé du Vietnam. Pourquoi la crise des missiles, on a réussi à trouver une solution? Pourquoi, vous allez me dire, c'est différent d'une guerre, etc. Mais le problème du Vietnam et de l'Irak, au-delà de est-ce que c'est l'intervention ou la suite? C'est cette incapacité que les dirigeants américains ont à lire l'ennemi, essayer de se mettre à leur place. Ceux qui ont vu le documentaire The Fog of War, où on entend parler Robert McNamara là-dedans, c'est vraiment cette incapacité de se mettre à la place de l'autre. Autrement dit, on va percevoir le refus de Saddam Hussein de laisser les inspections en Irak parce qu'il y a quelque chose à cacher, probablement des armes, alors que c'est peut-être justement parce qu'il n'y en a pas qu'il ne veut pas qu'on inspecte. Il veut probablement juste pas qu'on voit sa vulnérabilité, sa faiblesse, alors qu'il se pose comme puissance régionale, ou en tout cas des velléités de puissance régionale. Donc, c'est cette incapacité de lire, incapacité de comprendre qu'on ne sera pas reçu comme des libérateurs, incapable de comprendre que la démocratie à l'américaine ne s'applique pas partout uniformément. Donc, parce qu'on n'est pas capable de se mettre à la place de l'ennemi, on s'enlise, on ne comprend pas ce qui se passe, on n'est pas capable de s'adapter et de réagir. Alors, je pense que ça fait partie de la réflexion aussi. Pourquoi les journalistes ne sont pas capables de lire à ce moment-là? Parce qu'ils sont censés jouer ce rôle-là, peut-être. Leur source principale, c'est qui en politique étrangère en matière d'intervention armée? Ce n'est pas les gens sur le terrain généralement, ce sont les représentants officiels du gouvernement, ce sont les représentants officiels de la Maison-Blanche. Quand les journalistes sont sur le terrain, ils sont embeddés, ils sont intégrés dans des unités combattantes. Alors, il y a un sentiment de fraternité, d'appartenance, de reconnaissance à tout le monde. C'est très dur de critiquer les gens qui ont comme mission de vous protéger. Vous ne pouvez pas aller n'importe où, vous ne pouvez pas poser des questions à n'importe qui. Il y a certaines balises. Ou alors, vous êtes dans des pools de journalistes où quelques journalistes vont couvrir pour le reste certaines parties du territoire. Donc, il y a des contraintes très lourdes. Et c'est pour ça que la façon de couvrir les guerres ne change pas vraiment. Les moyens changent. Bien sûr, on n'avait pas Twitter au Vietnam. Et pourtant, au Vietnam, les journalistes étaient moins encadrés qu'en Irak parce que le gouvernement, lui, s'adapte plus facilement, parce que la Maison-Blanche, elle, s'adapte plus facilement, parce que le président s'adapte plus facilement à la présence des journalistes sur le terrain. Alors, je pense que la Maison-Blanche apprend plus rapidement que les journalistes, mais les journalistes sont coincés un peu avec les sources. Il y a beaucoup moins d'experts en politique étrangère qu'en économie, qu'en éducation, qu'en santé, qu'en environnement, qu'en politique intérieure, en fait. Il y a moins de ressources. Même les gens du Congrès, les élus du Congrès, il n'y en a pas tant que ça qui sont en mesure de commenter avec expertise ces différents enjeux de politique étrangère. Alors, les sources sont réduites. Ce qui complique la donne depuis l'Irak, ce sont les types de médias eux-mêmes. Parce que en 2023, bon, pour les plus vieux d'entre nous, c'est hier après-midi, mais depuis hier après-midi, les réseaux sociaux sont apparus, une multiplication de chaînes télévisées aussi. On a accès à beaucoup plus d'informations. Alors aujourd'hui, l'information est encore plus idéologique, plus partisane encore qu'en 2003. Alors, ce que ça donne, ça donne des reportages beaucoup moins nuancés, ou en tout cas extrêmement partisans, extrêmement partisans. Et les voix discordantes sont rejetées comme en 2003. En 2003, tous les gens qui s'opposaient, les experts qui s'opposaient à la guerre en Irak étaient soit ridiculisés, soit rejetés, soit pas invités.
Dans la foulée du 11 septembre, d'ailleurs, là, toutes les voix discordantes ont été muselées d'une façon ou d'une autre. Enfin bref, on n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais et là, aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, les voix discordantes, ce ne sont pas les mêmes pour Fox que pour MSNBC, par exemple, mais chacune a son pool de gens à ne pas inviter, d'une certaine manière, pour s'assurer que le message soit vraiment uniforme avec l'idéologie de la chaîne. Donc, je ne pense pas que les médias peuvent améliorer leur couverture pour des raisons de logique interne, mais aussi pour des raisons idéologiques et pour des raisons technologiques. Mais les médias ont porté le poids de la responsabilité aussi de cet échec-là de la guerre en Irak, parce que ça a pris un certain temps, comme pour le Vietnam d'ailleurs, ça a pris un certain temps avant que les médias commencent à dire... On se fait peut-être raconter des blagues, on se fait peut-être raconter des choses. Et c'est quand ça commence à mal aller sur le terrain que finalement, on commence à changer d'idée. En Irak, c'est 2004, c'est Fallujah, c'est Abu Ghraib. C'est ça qui va faire en sorte que les journalistes vont dire attendons un peu. Au Vietnam, c'était l'offensive du Tet. Donc, ça prend un certain temps avant qu'il y ait finalement une concordance entre ce qui se passe sur le terrain puis ce qu'on présente dans les médias. Parce qu'à un moment donné, on va se mettre à dire, peut-être que les sources officielles, finalement, ont leur propre agenda. Mais c'est pareil, il n'y a pas une guerre qui a permis aux médias nécessairement d'améliorer leur processus. Les moyens changent, mais le processus ne s'améliore pas tant que ça. D'ailleurs, même chose au Congrès. On a commencé à être plus critique de la guerre après les événements auxquels tu fais référence, lorsque le nombre de morts américaines a augmenté en sol irakien et tout ça. Et là, il y a bien des démocrates, Joe Biden, il y a même quelques républicains, des républicains qui ont commencé à être un petit peu plus critiques de la guerre. Et maintenant, elle est très mal vue aux États-Unis, cette guerre. On en a honte. On a parlé du Vietnam tout à l'heure. Le Vietnam est clairement un référent historique aux États-Unis. C'est un traumatisme national et tout ça. Vincent, est-ce que la guerre en Irak et ce genre de référent historique honteux aux États-Unis, au même titre que la guerre au Vietnam? Je pense que non, mais est-ce que dans l'esprit des gens aux États-Unis, dans 30, 35, 40 ans, on pourrait s'attendre à ce que ça devienne ce genre de référent historique, une espèce de honte, un traumatisme national dont on n'aime pas parler parce qu'on n'aime pas rappeler l'échec du Vietnam? Est-ce qu'on en est là avec la guerre en Irak aux États-Unis? C'est une bonne question dans la mesure où, si on reprend un peu le cadre d'analyse des analogies historiques que Karine a évoquées, l'Irak est devenu en soi une analogie historique importante dans les débats de politique étrangère aux États-Unis, au sens où lorsqu'on envisage une potentielle intervention militaire des États-Unis dans un théâtre de conflit, les gens qui sont réticents à l'idée de recourir à la force vont évoquer le fait que les choses peuvent rapidement tourner au vinaigre en citant l'exemple de l'Irak, en citant aussi l'exemple du Vietnam. On peut penser notamment à l'intervention de l'OTAN dans le cadre de la guerre civile en Libye en 2011. Il y a plusieurs personnes, figures de proue dans le débat public américain qui citaient l'exemple de la guerre d'Irak en disant « c'est peut-être pas une bonne idée, on a vu qu'on n'est pas en mesure d'atteindre nos objectifs, notamment en matière de reconstruction nationale après l'intervention militaire. » Et je pense que s'il y a une leçon à la base qui est à tirer de cet exemple de l'Irak pour ce qui est d'un référent historique, c'est justement la question de l'importance que joue le nation building, la reconstruction nationale dans la politique étrangère américaine. Et il y a un livre intéressant de l'historien Jeremy Surrey qui porte justement sur l'histoire de la politique étrangère américaine et le nation building. Et dans ce livre-là, il dit que c'est la première fois de l'histoire des États-Unis qu'on entamait deux entreprises majeures de reconstruction nationale simultanées à l'étranger avec l'Afghanistan et l'Irak. Et c'est sans doute la dernière fois aussi qu'on va le faire, étant donné qu'on a tiré une conclusion assez claire. On ne sera pas en mesure d'atteindre nos objectifs. C'est illusoire de croire qu'on pourra changer finalement le régime politique d'un pays et instaurer le régime qu'on souhaite voir être mis en place. Et je me permettrais peut-être de revenir rapidement sur ce que Karine disait par rapport aux médias. Je suis totalement d'accord avec ton analyse et il y a un exemple qui, à ce jour, demeure extrêmement frappant pour moi, c'est la
la fameuse question des tubes d'aluminium par rapport au renseignement dans la foulée de la décision d'intervenir en septembre 2002. Il y a une nouvelle qui est publiée dans plusieurs médias américains, notamment le New York Times, qui dit que le gouvernement de Saddam Hussein chercherait à se doter de tubes d'aluminium pour enrichir de l'uranium afin finalement d'obtenir une arme nucléaire. Et le New York Times publie une nouvelle mentionnant justement ce renseignement, une information qui est relayée par l'administration Bush. Et par la suite, les figures de proue de l'administration Bush font des rondes médiatiques pour renforcer le message. Condoleezza Rice, Dick Cheney, et va naître là, la fameuse expression « You don't want the smoking gun to be a mushroom cloud » qui va être répétée et répétée pour renforcer finalement la peur du nucléaire. Puis essentiellement, c'est une information qui est donnée par l'administration, relayée par les médias, qui permet par la suite aux figures de proue de l'administration de marteler le tambour en faveur de l'intervention. Julien, comment cette guerre a-t-elle affecté la politique étrangère des présidents qui ont suivi? Obama, Trump. Vague question, mais peut-être avant d'y répondre, je reviens sur la question du nation building. Il y a quand même quelque chose d'assez tragique, ironique, très paradoxal dans la présidence de W. Bush, c'est qu'il est élu en 2000 en faisant campagne en matière de politique étrangère sur sa volonté de ne plus faire de nation building, qui est quelque chose de très critiqué par les républicains, où on dénonce le fait notamment que les forces armées américaines sont utilisées pour aider les enfants à traverser les rues pour aller à l'école, notamment dans toutes les opérations qui ont été menées dans les années 90 dans les Balkans. Donc W. Bush se trouve à ordonner 2 guerres, peut-être plus l'Irak, qui aurait dû s'accompagner d'une entreprise de nation building à son corps défendant. Et juste, je reviens aussi sur ce que disait Raphaël tout à l'heure, même si on ne sait pas si une meilleure organisation, planification de l'occupation aurait changé significativement le cours des choses, pour reprendre un peu ce que disait Colin Powell, il était quand même de la responsabilité de l'administration Bush de faire un effort minimum de planification de cette occupation-là. Et peut-être la décision d'intervenir en Irak était à la base une erreur fondamentale, mais ne pas planifier l'occupation, c'est une faute morale. Qui leur coûte très cher aux Américains, mais surtout qui coûte très cher à la population irakienne, en refusant pour des raisons de désintérêt de la part du président, parce qu'il ne sait pas c'est quoi l'Irak, finalement, puis je pense qu'il en est carrément fier de dire qu'il ne sait pas un peu quelles sont les tensions religieuses, sociales, ethniques qui traversent le pays. Un refus idéologique de la part de Rumsfeld de s'engager dans ce type d'opération-là. Il dit finalement, nous, on voulait démontrer la puissance de l'armée américaine et le reste, il se débrouille. C'est pas très grave. Et il y a aussi peu d'intérêt à ce moment-là de la part des militaires américains de s'engager dans des opérations qui... ils n'aiment pas faire, parce qu'il y a peut-être le traumatisme du Vietnam, parce que l'armée américaine, elle est conçue pour les opérations de haute intensité. Ils vont devoir, là aussi, à leur corps défendant, réapprendre des vieilles leçons qu'ils connaissaient, celle de la contre-insurrection. Julien, un peu de naïveté, de pensée magique aussi, peut-être. Jusqu'à quel point? Quand on entendait Wolfowitz dire « il y aura un vent de démocratie au Moyen-Orient », oui, grâce à cette intervention où la reconstruction va se payer avec le pétrole, des choses comme ça. Oui, jusqu'à quel point Wolfowitz en est-il convaincu? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand Karine nous parlait des analogies historiques. Ça devient difficile à un moment donné de savoir quand les dirigeants disent quelque chose. Quand un Wolfowitz dit ça, est-ce qu'il y croit ou est-ce qu'il est en processus, en période de vente d'un projet? Je veux dire, après coup, c'est facile de dire que c'était naïf de croire que ce serait simple. Mais Wolfowitz dit quand même ce genre de choses à ce moment-là de l'histoire. Oui, parce que ça fait des dizaines d'années qu'il le dit par ailleurs. Voilà. C'était pas la première fois qu'il en parlait. Et ils aiment l'analogie du Japon et de l'Allemagne, en disant, regardez, après la Deuxième Guerre mondiale, ces 2 sociétés ont été reconstruites en mettant de côté le fait qu'il y ait des spécificités à la société irakienne qu'ils n'ont pas voulu voir ou qu'ils n'ont pas su voir. J'aimerais lui poser la question à Wolfowitz. Je ne suis pas sûr que sa réponse serait... on l'a invité. Très convaincante s'il est en ligne. Mais bon, je ne suis pas sûr. OK, Obama et Trump, comment ça... Alors, les conséquences, oui. Excuse-moi, Julien. Malheureusement, je pense que les 2 successeurs de W. Bush
tire les mauvaises leçons de l'expérience irakienne, en pensant que les États-Unis ne doivent pas faire d'erreurs, ne doivent pas intervenir au Moyen-Orient. Alors, c'est normal, je pense, dans leur posture qui est la leur, notamment celle d'Obama en 2008, qui arrive à la Maison-Blanche grâce à son opposition à la guerre en Irak, de dire, écoutez, moi je ne veux pas faire comme mon prédécesseur, je ne veux plus intervenir de façon significative militairement au Moyen-Orient parce qu'il ne faut pas faire de bêtises. Sauf que ça le pousse à prendre deux décisions très, très malheureuses. Appuyer une opération en Libye qui n'est absolument pas planifiée, qui déborde son mandat et qui a des répercussions encore aujourd'hui tout à fait catastrophiques, que ce soit sur le pays, sur la région ou sur le ressentiment que Moscou peut avoir à l'endroit des Occidentaux. Et ça, c'est en 2011. Et deuxième décision très malheureuse de Barack Obama, c'est celle en Syrie en 2013. Alors, je ne sais pas si celle-là, elle est motivée uniquement par une mauvaise analogie avec l'Irak ou par un calcul politique cynique qui consistait chez Obama à faire prendre la responsabilité au Congrès et aux républicains de valider une opération militaire contre Bachar el-Assad, mais on en tire des leçons, somme toute dramatiques, qui font en sorte que la situation au Moyen-Orient va pourrir et va paradoxalement forcer Barack Obama à réintervenir par la suite en renvoyant des soldats en Irak, cette fois pour combattre l'État islamique, à la différence près que par rapport à l'Irak sous W. Bush, mais là on a réussi à avoir une coalition. On a réussi à mener des opérations de lutte contre le terrorisme à un niveau d'intensité suffisamment élevé, mais un peu sous le radar. Et je rappelle qu'on est encore en train de se battre contre l'État islamique en Syrie et en Irak. Le Canada fait partie de la coalition, la France fait partie de la coalition, deux des principaux pays qui avaient lancé l'intervention en Irak. Aujourd'hui, la souveraineté de la Syrie, c'est l'auberge espagnole. Vous pouvez aller intervenir militairement sans que personne ne s'offusque qu'il y ait une opération... oui, l'auberge espagnole est moins délabrée, mais sans que personne ne s'offusque du non-respect de la souveraineté et de l'État syrien. Donc on a peut-être tiré les mauvaises leçons du côté des décideurs qui étaient Barack Obama et Donald Trump dans une certaine mesure. Et Karine, comment cette guerre a-t-elle affecté l'image des États-Unis dans le monde et la relation des États-Unis avec les alliés, les rivaux, de façon générale? Vas-y. Ça aussi, c'est une vaste question, surtout que la question de la puissance, du leadership ou du déclin des États-Unis sur la scène internationale, c'est un débat qui est plus vieux que moi encore, donc c'est tout dire. Effectivement, quand on se présente, et là, il n'y aura pas de révélation fracassante, je vous dis tout de suite, mais quand on se présente comme phare de la démocratie, il faut mener par l'exemple. Et je pense que l'Irak a profondément altéré la perception même des alliés des États-Unis à leur capacité de mener par l'exemple, a aussi démontré l'incapacité des États-Unis à susciter l'adhésion de leurs alliés pour des causes qu'ils jugeaient fondamentales à leur propre défense. Et donc, cette perte de crédibilité-là, de légitimité-là, qui s'est amorcée avant, là, c'est pas nécessairement l'Irak qui va tout changer ça, mais c'est un accélérateur, clairement. Avec le refus d'Obama d'intervenir, de jouer ce rôle de leadership-là, on va continuer aussi à creuser cette ornière. Puis avec Trump, qui va à peu près renier toutes les signatures et son contraire en quelques années. Tout ça contribue à la perte de crédibilité des États-Unis, surtout dans la mesure où ils refusent d'utiliser les institutions internationales qu'ils ont contribué à créer par ailleurs, que ce soit sous W. Bush ou sous Trump notamment. Et cette incapacité de mener par l'exemple donne des munitions à la Russie, à la Chine aussi, pour rejeter cette hégémonie américaine, pour critiquer la présence américaine dans le monde et le leadership mondial. Et on voit comment la Chine profite de la situation à l'heure actuelle, très certainement. Et les Américains eux-mêmes ont perdu confiance en leur capacité. Quand on regarde les sondages, c'est rare que les Américains, dans l'histoire, considèrent que peut-être que les États-Unis, c'est plus la puissance qu'elle était, peut-être qu'il y a d'autres pays qui sont plus puissants, et les chiffres aujourd'hui indiquent ça. Donc ça aussi, c'est assez récent comme tendance de voir les Américains perdre confiance
Mais en même temps, c'est lié à la perte de confiance généralisée envers les institutions, envers les représentants politiques, etc. Mais tout ça, selon moi, découle en bonne partie, pas que, mais en bonne partie aussi, de la guerre en Irak. Puis Raphaël, la guerre en Irak a affecté aussi les débats de politique intérieure aux États-Unis. Et on en parle encore de cette guerre. Les membres des deux partis se vantent de ne pas l'avoir appuyée, se vantent, promettent de ne plus jamais lancer d'intervention comme celle-là. Est-ce que c'est un moment charnière pour les débats de politique intérieure aux États-Unis aussi? Certainement, mais au sein d'un des deux partis, je revenais dans un instant, juste peut-être bondir sur ce que Karine vient de mentionner à la fin. J'ajouterais ceci. Le fait que les liens de confiance entre une bonne partie de la population américaine et les institutions, je crois, a été brisé notamment par l'Irak. Donc, il y a ça aussi à mentionner. Aussi, deux autres points sur lesquels je rebondirais. Non. Très rapidement, promis, très rapidement. Je te taquine. Je me rappelle comme si c'était hier, Karine parlait de la mémoire il y a un instant. Pendant la campagne de 2000, il y a eu un débat vice-présidentiel entre Dick Cheney et Joe Lieberman, qui était le colistier de Al Gore. Et on avait posé une question, là, je veux dire, c'était noir sur blanc. Monsieur Cheney, croyez-vous que nos soldats, nos troupes devraient être utilisées davantage pour faire du nation building ou faire la guerre? Et Cheney avait répondu, c'était pile poil, là, c'était ils devraient être des guerriers. Il y a quand même une ironie assez profonde. Et Julien faisait référence au Japon. Une fois qu'on n'a pas trouvé les armes de destruction massive en Irak, et une fois qu'on a commencé à démontrer de plus en plus dans les médias majeurs américains que finalement, l'histoire des liens entre Saddam et Al-Qaïda, c'était pas si solide que ça, le président Bush et son administration sont passés à justifier et à rejustifier l'invasion sur la question de la démocratisation de la planète entière. Puis si vous regardez le deuxième discours inaugural de M. Bush en 2005, je veux dire, c'est presque messianique, là, comme quoi on va démocratiser la planète, etc. Et l'exemple que Bush donnait continuellement, c'était celui du Japon. Regardez le Japon, on était en guerre, c'était terrible, et là, c'est un de nos meilleurs alliés. Donc, je voulais revenir là-dessus rapidement. Pour ce qui est de ta question, là aussi brièvement, ce qui est assez fascinant, le contraste entre il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est que le Parti républicain a quelques voix franchement très marginales à la Ron Paul. Là. Mes hommages et mes sympathies pour ces supporters, s'il y en a encore ici, mais à ces quelques exceptions-là, c'était le parti de l'interventionnisme militaire dans le monde pendant les années 2000. C'est un parti qui était largement défini par ça. Et comme Vincent en parlait il y a un instant, électoralement, c'est comme ça que les républicains essaient d'aller chercher un avantage par rapport aux démocrates, en disant on est plus fort qu'eux sur les questions de politique étrangère. 20 ans plus tard, c'est une transformation absolument incroyable, absolument remarquable qu'on est en train de voir. En fait, je dirais qu'on est en train de retourner peut-être à il y a 100 ans, justement, où le Parti républicain, puis ça, Frédéric, tu es probablement mieux placé qui que ce soit ici pour le savoir parce que tu as publié sur la question. Des voix comme Jesse Helms, des voix comme Bob Taft, quand le Parti républicain était plus isolationniste. On a Trump, mais on en a parlé beaucoup dans les derniers jours. M. DeSantis aussi, qui a sorti une position assez proche de celle de Trump. Là. Il s'est ravisé un petit peu dans les dernières heures, mais dans tous les cas, on a un débat et on a une transformation interne qui, oui, je crois, est directement, pas exclusivement, mais quand même en partie directement liée au déboire de l'invasion irakienne. Et je continuerai, mais je vais me limiter à ça. Non, tu peux continuer. Non. Pour tous les événements de la sorte qu'on a fait, je me dis, je vous dois tous collectivement du temps, donc je vais commencer à le redonner aujourd'hui. Mais aussi, c'est intéressant, tout le débat sur le déclin des États-Unis, le déclin de l'économie américaine, le délabrement des infrastructures, la désindustrialisation dans le Midwest, les défaites économiques, le manque d'investissement dans les infrastructures. Souvent, on lit le débat sur les dépenses futiles dans ces guerres-là à ces réflexions sur, ça aurait peut-être été mieux d'investir ça dans nos sociétés, dans notre société, ce qui est lié à cette espèce de repli sur soi, volonté de repli sur soi aussi qu'on entend au sein des deux partis. Vincent, on va commencer collectivement à se demander quelles sont les leçons que vous retenez, quelles sont les leçons de cette guerre, selon vous, pour ce pays, pour la politique étrangère américaine. Je commence par toi, Vincent, je te la pose la question. Quelles sont, selon toi, les leçons essentielles que les États-Unis auraient dû ou devraient tirer de cet échec-là pour la suite? Je vais peut-être me permettre de revenir sur un élément qui a été abordé, sur lequel je n'ai pas pu me prononcer, la question de la prise de décision. Ça m'a intéressé ce qui a été évoqué un peu plus tôt par mes collègues et encore une fois, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et la leçon
première est la suivante, que les élections présidentielles ont des conséquences. Donc, les gens qui prennent les décisions peuvent avoir une influence majeure sur le cours de la politique étrangère américaine, de un, mais sur le cours de la politique internationale au sens plus large. Et on se rappelle que l'élection présidentielle de 2000 se décide de manière extrêmement serrée en Floride par environ 537 votes. Là. Je ne sais pas si c'est le chiffre exact. Exactement. Merci, Raphaël. On s'est posé la question depuis à savoir est-ce que Al Gore aurait pris à titre de président une décision différente. J'ai pas la réponse. J'ai pas de boule de cristal qui me permet de lire un univers alternatif où M. Gore aurait été élu président des États-Unis. Il faut pas perdre de vue, comme Julien l'a bien mentionné, que depuis 1998, le changement de régime en Irak était la politique officielle du gouvernement américain avec la loi sur la libération de l'Irak, adoptée par le Congrès, signée par le président Clinton, qui avait officialisé finalement cette adoption d'un objectif clair en la matière et qui découlait aussi la démocratisation de l'Irak. Donc, les présidents ont une influence et l'expérience de ces présidents en matière de politique internationale, leur expertise, leur connaissance sur ces sujets sont aussi des facteurs hyper importants. Il y a un texte que Karine et moi aimons beaucoup d'une chercheure américaine, Elizabeth Saunders, qui s'intitule, et là je traduis le texte à brûle-pourpoint, il n'y a pas de substitut pour l'expérience. L'expérience d'un président en matière de politique internationale lui permet de surveiller le travail de ses conseillers et d'évaluer aussi la valeur de l'information qu'on lui présente. Et on remonte à l'époque de la fin de l'année 2002, la fameuse question du renseignement, est-il valable ou pas? Est-ce que Bush y croyait ou pas à la question des armes de destruction massive? Il y a l'épisode très, très célèbre lors duquel, en décembre 2002, le directeur de la CIA, George Tenet, se rend dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. M. Bush lui dit « c'est tout ce qu'on a comme information, c'est ça la preuve qu'on a ». Et George Tenet lui répond, même si lui-même a des doutes sur la valeur du renseignement, c'est un slam dunk, donc il n'y a pas de doute, il faut y croire à ce renseignement-là. Et M. Bush n'est pas en mesure de se faire une opinion propre, d'évaluer sur la base de ses connaissances, de son expertise en la matière, la valeur de ce renseignement, contrairement, par exemple, à son père, George H.W. Bush, qui, lui, avait une expérience beaucoup plus grande en matière de politique internationale, qui, avec à peu près les mêmes conseillers, a réussi à prendre des décisions différentes. Donc, c'est rare qu'on peut comparer des présidents en changeant une variable, alors que plusieurs des facteurs demeurent relativement les mêmes. Bon, il y a quand même le contexte exceptionnel du 11 septembre 2001 qui a changé radicalement le contexte. Il faut le mentionner. Donc, la leçon principale, je dirais, c'est justement la question de l'expérience. Et les présidents qui sont peu expérimentés doivent pallier ce manque d'expérience en se dotant de mécanismes décisionnels qui leur permettent d'évaluer la qualité de l'information et qui leur permettent de s'assurer aussi qu'ils ont un portrait exhaustif des points de vue différents et discordants au sein de leur système décisionnel. Et en la matière, la deuxième leçon, je vais terminer sur ça, c'est la question du rôle du conseiller ou de la conseillère pour la sécurité nationale. Condoleezza Rice n'a pas été à la hauteur de l'idéal type du courtier honnête, honest broker, qui justement joue ce rôle de s'assurer que le processus fonctionne. Et on parlait de Colin Powell un peu plus tôt. Lorsque Powell veut parler au président Bush, il n'a pas un accès direct, doit passer par Condoleezza Rice à bien des moments charnières et ce faisant doit être un peu soumise aux volontés du président et son entourage immédiat, alors que Cheney, alors que Rumsfeld ont un accès beaucoup plus direct. Et là, c'est la gestion du processus par Mme Rice qui a fait défaut. Donc, les élections présidentielles américaines ont des conséquences. Il y en a une en 2024, elle pourrait avoir des conséquences pour l'Ukraine, et celle de 2000 a eu des conséquences pour l'Irak. D'ailleurs, pour ce qui est de savoir si Gore aurait lancé cette intervention en Irak, je me souviens que Kenneth Waltz, le grand théoricien des relations internationales, était venu donner une conférence à Montréal. Je me souviens pas si c'était à Concordia ou à McGill, j'ai oublié, ou je sais pas c'était où, mais bon. J'assiste à la conférence et il y a un collègue du département de sciences politiques ici à l'UQAM, Dan O'Meara, pour ne pas le nommer, qui demande à M. Waltz, pensez-vous que Gore serait intervenu en Irak? Parce que
Bon, la théorie de Walt, c'est de dire on n'a pas vraiment besoin d'ouvrir la boîte noire de l'État et de savoir qui est au pouvoir pour comprendre comment les États se comportent dans le monde. Et Walt avait dit, je pense qu'il n'y aurait pas eu de guerre en Irak si Gore avait été élu. Donc, mais il dit, c'est pas ça ma théorie, mais en gros, Walt avait l'air d'être d'accord avec Vincent. Je sais pas si ça t'intéressait de le savoir, mon cher Vincent, mais Walt, Boucher, même combat. Il est décédé maintenant, en 2013, je pense. Et toi, tu es encore là. On est très content que tu sois là aujourd'hui. Les leçons de la guerre. Voulez-vous rebondir sur ce que Vincent a dit ou sur autre chose? On peut. En fait, je vais me permettre de citer un paquet d'historiens qui disent que les guerres sont menées 3 fois, n'est-ce pas? À la fois pendant le processus menant à la décision, pendant la guerre elle-même, et ensuite quand c'est le temps de déterminer leur héritage, leur signification, leur importance réelle. Et c'est pour ça que je pense que la leçon la plus importante, c'est l'importance fondamentale des débats stratégiques, politiques, idéologiques au sein des institutions de la politique étrangère américaine, au sein de la population américaine et au sein des institutions internationales aussi, ce qui est de plus en plus menacé parce que, à la fois, étrangement, il y a une multiplication des voix qui fait en sorte qu'il y a une espèce de cacophonie. Ça devient difficile de déterminer ce qui est important de ce qui l'est moins. Et en même temps, parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas nécessairement je ne veux pas dire leadership, mais ça devient très difficile de trouver des forums où on peut débattre de façon non partisane de toutes sortes d'enjeux. Alors, c'est pas qu'en politique étrangère, mais justement, ce qu'on voit, ce qu'on tire comme leçon de l'Irak, c'est qu'il n'y a pas eu ces débats stratégiques-là à la Maison-Blanche, il n'y a pas eu ces débats stratégiques-là au sein des médias, au Congrès, pas tant non plus. Donc, ces discussions-là n'ont pas eu lieu. Parce qu'on se laisse un peu porter, parce qu'il y a ce phénomène de pensée groupale où ça, à un moment donné, on dit « je ne veux pas être la voix discordante » alors qu'il semble y avoir consensus. Donc, c'est vraiment très important de tenir ces débats parce que je pense que c'est ça qui a mené en partie à cette tragédie. Julien, sur les leçons, et je sais qu'on en a déjà parlé, toi et moi, donc je te pose une autre question. Crois-tu que les États-Unis auraient pu gagner cette guerre? Alors, sur les leçons, je vais juste aller dans le sens de ce que vient de dire Karine. Qu'est-ce que c'est un succès en politique étrangère? Karine m'a posé la question. Je dirais donc, en termes de leçons, pour commencer, finalement, il faut se méfier des opportunités trop tentantes. L'Irak, manifestement, en 2003, était une opportunité très tentante pour les Américains en général. Une opportunité tout d'abord parce qu'ils voulaient la faire, cette guerre. À différents niveaux, les décideurs se sont finalement laissés convaincre qu'il fallait la faire, les membres du Congrès ont plutôt adhéré, le public a adhéré, on voulait la faire. Deuxième élément, c'était une opportunité parce qu'ils pouvaient la faire. Les États-Unis sont assez puissants, c'est une grande puissance, qu'ils n'ont pas besoin finalement, ou qui ne sont pas contraints par l'opposition de leurs alliés, par le scepticisme des institutions internationales. Ils peuvent le faire. La troisième opportunité, c'était qu'ils avaient un partenaire idéal. Saddam Hussein, on le connaît bien, en 2003. Il est suffisamment, lui, idiot pour pas comprendre que le monde a changé après le 11 septembre 2001. Et là, j'ai toujours trouvé fascinant la comparaison entre Saddam Hussein et Kadhafi. Kadhafi, après 2001, il a compris que le monde a changé. En février 2003, Kadhafi renonce officiellement à son programme d'armes de destruction massive, qui n'était pas si avancé que ça. Il devient carrément un allié des Occidentaux dans la lutte contre le terrorisme. De l'autre côté, Saddam, il est toujours dans son délire en 2003 et ça lui a coûté cher, alors que ce n'était pas la cible la plus légitime. Les néoconservateurs, s'ils avaient voulu cibler les responsables du 11 septembre, c'est l'Arabie saoudite qu'ils auraient dû attaquer. D'ailleurs, certains des néoconservateurs disaient que c'était leur objectif final. La route commençait à Bagdad et elle finissait quelque part à Riyad. Je pense notamment à l'une des forces obscures du mouvement, Richard Pearl, qui avait écrit un livre très intéressant à cet égard-là. Donc, faisons attention aux opportunités trop tentantes, mais quand elles se présentent, autant les exploiter correctement, mais ça, c'est peut-être plus difficile. Est-ce que les Américains auraient pu gagner cette guerre-là ? C'est un peu le même débat que celui qui est encore à court concernant le Vietnam. Ceux qui pensent qu'à partir du sursaut en 2007, qui est quand même une décision courageuse de W. Bush, tout le monde est contre le sursaut, l'opinion publique américaine, la plupart des décideurs politiques, lui, décident d'aller de l'avant. La stratégie, elle porte fruit dans une certaine mesure, mais les résultats sont très fragiles. Bon, on l'a vu par après, à partir du moment où les Américains quittent en 2011 parce que les Irakiens ne veulent pas qu'ils restent, mais parce que Barack Obama n'a pas investi de temps
pour trouver une forme d'accord. Est-ce qu'ils auraient pu la gagner? Et c'est quoi finalement la définition de la victoire dans une guerre? Bon, ils se sont débarrassés de Saddam Hussein. Ok, c'est une victoire. Est-ce qu'ils ont fait de l'Irak un pays stable, allié des États-Unis, phare de la démocratie au Moyen-Orient? On verra dans le second panel. Je ne suis pas totalement convaincu que l'Irak soit la Suisse aujourd'hui. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est si catastrophique que ça pour l'image des États-Unis dans le monde? Peut-être qu'on a un petit différent avec Karine. J'ai un petit différent, je crois, avec Charles-Philippe David sur ça. Ça leur a pas coûté très cher très longtemps, finalement. Parce qu'après, il y a eu un rabibochage, il y a eu d'autres, avec les Alliés en particulier, il y a eu d'autres menaces communes, et il y a eu une autre opportunité qui a été bien exploitée, qui est celle de l'Ukraine. Par Joe Biden. Donc voilà, ça fluctue des fois. Et la question de la victoire dans les opérations militaires, je me souviens, je pense que j'avais écrit 40 pages sur ça au début de ma thèse et j'avais pas de réponse. J'en ai pas plus quelques années plus tard. Et j'en aurai jamais, je pense. Donc, vous pouvez aller lire ça sur le site de la bibliothèque de l'UQAM en version PDF. Raphaël, veux-tu rebondir sur ce qui a été dit? Dans mon fort intérieur, j'aimerais prendre 1h30 juste ce que Julien vient de dire. Il y a tellement de perles, tellement de pistes de réflexion. Il y en a une que je mentionnerais, je pense, qui a été très, très, très largement omise du débat public. C'est ce qu'on appelle, si on veut, une histoire alternative. Qu'est-ce que ça aurait donné si? Mais si, justement, les États-Unis avaient été plus fructueux, ou si la mission en Irak avait été plus fructueuse, avait été moins difficile, il y avait eu moins disons, de violence et de perte de vie américaine, surtout liée à l'insurrection, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue c'était quoi justement le dessein, l'objectif des néoconservateurs. Sans même aller jusqu'à l'Arabie saoudite, là, à l'intérieur même de l'administration Bush pendant les années 2000, il y avait des plans qui étaient en train d'être mis sur pied pour envahir l'Iran. C'est-à-dire, la même personne, le même journaliste d'enquête, Seymour Hersh, qui avait sorti le scandale d'Abu Ghraib, auquel on faisait référence, l'avait documenté dans les années 2000, comme quoi après l'Afghanistan, après l'Irak, on se tournerait vers l'Iran. Donc, dans un sens, ça va l'air très contre-intuitif, mais puis évidemment, ce n'est pas pour négliger les pertes de vie colossales qu'on a vues, notamment et surtout chez la population civile irakienne. Reste que, dans un sens, on aurait pu avoir, pardonnez-moi l'expression, mais un bordel encore pire que ça, si l'administration Bush était dit, à l'Afghanistan, on est capable de tasser les talibans, puis c'est relativement stable. Même chose en Irak. Prochaine étape, c'est l'Iran. Imaginez-vous un instant ce que ça aurait pu donner comme situation. Donc, je pense que c'est, encore une fois, c'est une version alternative de l'histoire qu'on contemple peu, mais qui aurait potentiellement pu se produire. Qui mérite quand même d'être clairement des néoconservateurs qui en parlaient. Et rapidement, on a mentionné Richard Pearl puis Paul Wolfowitz, puis des gens qui sont très peu présents désormais dans le débat public. Je pense qu'il faut réaliser qu'il y a des gens qui étaient très, très vocaux à l'époque, qui le sont encore aujourd'hui. Des gens comme Bill Kristol, là, le fait qu'on donne encore des tribunes, je ne suis pas pour la censure, je n'ai rien contre le fait qu'on donne une tribune, mais qu'on le considère largement encore comme étant une source crédible en matière de politique étrangère, c'est absolument hallucinant. John Bolton. John Bolton. Fin de la plaidoirie. Ouais, exact. On l'a invité aussi. On a parlé un petit peu de l'Ukraine. On en parle énormément, évidemment. C'est le gros débat en matière de politique internationale en ce moment, le gros enjeu. Et on voit beaucoup de gens dire ces jours-ci que, au fond, l'invasion de l'Ukraine par Poutine, où on viole la souveraineté d'un État, est déplorable, mais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant, que les États-Unis l'ont fait en Irak. Julien, est-ce que ce parallèle, qu'est-ce que tu fais de ce parallèle? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ce sont des situations comparables? Est-ce que ce genre de critique qu'on adresse aux États-Unis est valable selon toi? Qu'est-ce que tu en fais de ce genre de parallèle? Alors, si je voulais commencer de façon un peu provocante, je dirais que le parallèle, je trouve au mieux scabreux, au pire totalement fallacieux. Je vais vous dire pourquoi. En commençant tout d'abord quand même par des similitudes. Je pense qu'il y a deux grandes similitudes entre l'Irak en 2003 et l'Ukraine en 2022. La première, c'est, j'y reviens, les grandes puissances peuvent se permettre de faire des choses tout à fait inacceptables. Les États-Unis pouvaient le faire en 2003. La Russie, pour des raisons différentes, mais elle reste une grande puissance, notamment de par son arsenal nucléaire, peut
malheureusement, c'est peut-être l'état du système international encore, se permettent de faire des choses comme ça. Deuxième similitude, toute guerre s'accompagne de crimes de guerre. On a évoqué Abu Ghraib, on a évoqué Fallujah dans le cas de l'Irak. Évidemment, dans le cas de l'Ukraine, on peut penser au kidnapping des enfants ukrainiens, on peut penser à Boutcha et autres crimes pour lesquels d'ailleurs la Cour pénale internationale a décidé de se saisir. Et tous ces crimes de guerre-là, il est important de les documenter, idéalement de les poursuivre. Il y en a qui ont peut-être plus de chances chez les puissants que d'autres. Je pense notamment aux responsables de l'administration W. Bush. Par chance, pour l'instant, ils n'ont pas trop été critiqués. D'ailleurs, nous-mêmes, on n'a pas trop évoqué les crimes de guerre et la responsabilité des États-Unis dans les crimes de guerre en Irak. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a deux différences fondamentales entre les deux cas qui me poussent donc à dire que le parallèle est scabreux. La première différence, c'est que l'Irak de 2003 n'est quand même pas l'Ukraine de 2022. L'Irak en 2003, c'est quand même un pays qui est au banc des nations, qui est régulièrement depuis 1991 l'objet de résolutions des Nations Unies sous chapitre 6 et sous chapitre 7. Le pays est frappé par une zone d'exclusion aérienne au nord et au sud pour protéger les populations chiites au sud, kurdes au nord des exactions du régime. L'Ukraine, à ma connaissance, en 2022, et les dirigeants ukrainiens ne sont pas du tout comparables au dictateur qui était Saddam Hussein. Ça, c'est la première différence fondamentale. La deuxième, elle réside quand même dans les motivations de W. Bush en 2003 et de Vladimir Poutine en 2022. Quelles que soient les erreurs, les errements, les ratés dans la prise de décision, les mensonges même de l'administration Bush, en 2003, on ne veut pas asservir, détruire la population irakienne. On croit lui venir en aide. De façon complètement alambiquée, en faisant entre 100 et 400 000 morts. Ce n'est pas vraiment le type d'aide auquel on peut nécessairement s'attendre. Mais je rappelle quand même que Vladimir Poutine, en 2022, nie l'existence même de la nation ukrainienne. C'est quelque part une guerre génocidaire qu'il mène. Donc, oui, des grandes puissances peuvent faire des bêtises, mais je pense qu'il faut aussi avoir à l'esprit les motivations pour souligner des différences fondamentales. Raphaël. Rebondir là-dessus, je suis très, très largement en accord avec ce que Julien dit sur le fond. C'est-à-dire que d'un point de vue analytique, je pense qu'il y a d'énormes différences et que c'est une fausse équivalence de dire que l'invasion de l'Ukraine, c'est la même chose que l'invasion de l'Irak. En même temps, d'un point de vue de perception, dans une bonne partie du monde non occidental, le parallèle tient. Et c'est ce qui aide Vladimir Poutine depuis 1 an à dire qui sont les Américains pour nous faire la morale quand eux-mêmes ont envahi un pays souverain parmi d'autres. Et ça renvoie un petit peu justement au débat auquel vous deux vous faisiez allusion, là, entre ceux qui pensent qu'il y a encore un héritage qui est douloureux et qui est problématique pour les États-Unis pour ce qui est de leur réputation dans le monde ou non. Je vous soumettrai que la réponse personnellement, donc je suis davantage dans le camp de Karine, de ce que j'en comprends, avec tout le respect et l'affection que j'ai pour Julien là-dessus, notamment dans le contexte ukrainien. Le fait que ce soit vrai, objectivement, analytiquement ou non, dans la perception, il y en a qui se retrouvent dans le discours de M. Poutine présentement. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rebondir, Karine, Vincent, Kenneth? Je peux peut-être rapidement juste faire du pouce un peu sur ça. Effectivement, la question de la réputation, souvent on perd de vue le fait que en tant qu'acteur en relations internationales, on n'a qu'un contrôle très, très partiel sur l'image qu'on projette, que finalement la réputation réside dans l'œil de ceux qui observent et qui tirent des conclusions et qui donnent finalement des interprétations au sujet des intentions, du caractère des États. Et même si, du point de vue américain, on a de la difficulté à imaginer qu'on puisse faire un tel parallèle, effectivement, dans plusieurs régions du monde, on peut tirer cette conclusion. Et si je peux me permettre très rapidement une leçon aussi qui m'est venue en tête, que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, je voulais laisser la chance à mes collègues aussi de l'évoquer, ça boucle la boucle par rapport à la fameuse résolution d'autoriser le recours à la force de 2002. Le Congrès adopte de telles résolutions, mais les abroge rarement. Et ces résolutions deviennent des outils très, très utiles pour les présidents afin de justifier légalement sur le plan national des recours à la force.
L'autorisation de 2002 a servi de justificatif légal pour l'administration Trump lorsqu'il est venu le temps de parler de sur quelle base on s'appuyait pour mener l'opération spéciale qui a mené à l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani au début de l'année 2020. On a dit avec l'autorisation de 2002, on pouvait légalement, au niveau national, bien entendu, mener cette opération. Et il y a plusieurs autorisations qui demeurent en poste. Actuellement, il y a un débat au Congrès au sujet d'abroger celle de 2002 et celle de 1991. Peut-être qu'on va y arriver là, pour une première fois. Celle de 2001 demeure toujours en fonction et risque de demeurer très longtemps. Et quand Biden dit, avec le retrait d'Afghanistan, on a mis fin aux guerres éternelles, c'est faux. Parce qu'avec l'autorisation de 2001, on peut continuer à mener des opérations spéciales de lutte contre le terrorisme un peu partout à travers le monde, sans limite géographique. Encore une fois, un justificatif légal sur le plan national d'abord et avant tout. Et j'aime bien comparer ces autorisations à des abonnements à des services de diffusion en continu. On sait quand on s'abonne souvent quand il y a une opportunité, lorsque ça coûte un peu moins cher de le faire politiquement ou dans notre cas financièrement, parce qu'on a une fenêtre d'opportunité, c'est gratuit. Mais souvent, on oublie qu'on est abonné et on se le rappelle seulement lorsqu'on voit notre relevé de carte de crédit ou lorsqu'il y a une opération militaire, justement, dans le cas des autorisations de recours à la force qui est effectuée. Et là, le président, l'exécutif, justifie en disant « Ah, ben vous nous avez donné l'autorisation il y a 15 ans, 20 ans de le faire et ce sont des autorisations qui perdurent dans le temps. » Donc, surveillez vos abonnements, regardez vos cartes de crédit. Et il y avait des précédents historiques. En fait, la résolution du Golfe de Tonkin en 64, même affaire. Johnson, par la suite, dit on peut continuer là, tant et aussi longtemps qu'on le souhaite. Elle a été abrogée en 71. C'est une des rares sur lesquelles le Congrès a donné suite. Mais le Sénat devait voter hier sur celle de... Oui, c'est ça. Il y a de gros débats en ce moment là-dessus. Et puis, Robert Byrd, le sénateur Byrd, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'il disait sur ces résolutions-là et cette guerre-là. Il disait « J'étais là, moi, pendant le Vietnam, puis on a fait une erreur sur la résolution. » Mais il ne parlait pas comme ça, je suis très mauvais pour l'imiter, mais il disait qu'il se souvenait de ce qui s'est passé au Vietnam. La voix n'était pas si différente non, de ça. C'est ça. Vers la fin, ça ressemblait pas mal à ça. On l'a invité. Non, il n'est plus là, il est décédé. OK. On a le temps pour quelques questions. Je vous invite à aller au micro si vous le souhaitez. Donc, allez-y, chers amis. Et pendant ce temps, je vais me tourner vers le micro virtuel. On a reçu plusieurs questions. J'y vais avec une première question qui porte sur Hillary Clinton. On nous demande ici si Hillary Clinton aurait été élue à la présidence des États-Unis si elle avait refusé de voter pour la fameuse résolution dont on parle. On sait que Barack Obama, en 2008, notamment, avait fait campagne là-dessus en disant « Moi, j'étais contre la guerre en Irak dès le départ. » Certains avaient critiqué Clinton. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu jouer en sa faveur, Mme Clinton, d'avoir eu le flair de dire que ce n'était pas une bonne idée d'y aller? Et comment peut-on isoler cette variable? C'est très difficile. Bien, c'est ça le problème. Puis on a vu après ça en 2016 qu'Hillary Clinton avait plus qu'un problème en termes de perception, justement, de la part des Américains. Alors, je suis pas sûre que ça aurait fait la différence. Barack Obama était porté par des phénomènes presque occultes à ce moment-là, en termes de popularité, de symbolisme, en termes de messages. Je suis pas certaine que c'était le moment d'Hillary Clinton, nécessairement, Irak ou pas Irak, bien honnêtement. Mais encore une fois, il n'y a pas d'analyse scientifique derrière ça. C'est une opinion, oui. Oui, peut-être si je peux rajouter un truc, ce n'est pas trop scientifique. Elle aurait peut-être pu avoir l'investiture du Parti démocrate, parce que quand même en 2008, si ma mémoire est bonne, la compétition avec Barack Obama était très serrée, elle s'est poursuivie très très longtemps. Et si on considère, mettons, que la position sur l'Irak a fait basculer la course in fine en faveur de Barack Obama. Donc si elle avait eu le même flair politique, elle aurait peut-être eu l'investiture du Parti démocrate. Je ne suis pas sûr qu'elle aurait battu le McCain, par contre, à
à l'élection générale parce que elle avait quand même beaucoup d'handicaps concernant ses perceptions. Et on oublie souvent, hein, les Clinton ont une perception qui n'est pas toujours très positive aux États-Unis. Ça y a probablement nuit à Mme Clinton en 2016. Je pense qu'en 2008, ça aurait été aussi. Mais peut-être que l'Irak alimente ou contribue à cet appétit pour des outsiders, des novices en politique, des gens qui n'ont pas baigné dans le marais, pour reprendre une expression de Trump, parce qu'Obama, c'est un peu ça aussi. C'est pas juste lié à l'Irak, mais c'est de dire, bon, les politiciennes de carrière font pas mal d'erreurs sur toutes sortes de questions qui nous énervent de plus en plus. La guerre en Irak en est une, et Obama est l'outsider. Du côté républicain, on sait ce qui se passe avec Trump. Biden est l'insider par excellence, mais en 2008, il y a peut-être un appétit pour des novices en politique liés à cette frustration sur la guerre en Irak. Pas juste là-dessus, mais peut-être en fait, je ne suis pas si certaine parce que, encore une fois, les plus vieux d'entre nous se rappelleront que George Bush avait été gouverneur, effectivement, avant d'être président, mais n'était pas considéré comme un expert de politique étrangère, n'était pas considéré comme un insider tant que ça, là, par rapport peut-être à Joe Biden ou à d'autres. On se moquait beaucoup de lui. Aujourd'hui, le niveau de moquerie est passé à une étape supérieure pour toutes sortes de raisons. Mais on se moquait beaucoup de son inexpérience en politique étrangère. On la craignait, cette inexpérience-là. Et là, quand est arrivé le 11 septembre, les gens, pendant les premières minutes, se sont dit « Oh mon Dieu, comment Bush va gérer ça? » Alors, peut-être que ça aurait dû être l'effet inverse. Peut-être qu'on aurait dû rechercher quelqu'un qui avait davantage d'expérience en politique étrangère ou qui avait un statut peut-être un peu plus important, je ne sais pas comment l'exprimer, là, que George W. Bush en cette matière-là. Mais encore une fois, ce n'est pas une analyse scientifique. Là. W est novice, mais il provient d'une certaine famille aussi. Oui. Des dynasties. Oui, Clinton, mais Bush, lui, on en a personnellement, un petit peu n'était assez. pas nécessairement bien vu par la communauté de la politique étrangère. On va aller au micro virtuel. On a encore quelques questions. Une question pour Karine. Je cite. Suite à l'intervention de Karine sur la place des médias, est-il possible de faire des parallèles entre la façon dont on dépeint l'Irak à l'époque et dont les médias dépeignent la Russie actuellement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore cette espèce de, si j'interprète bien la question, espèce de tendance des médias, de certains acteurs politiques à démoniser, à simplifier, à y aller de raccourcis sur ceux que l'on considère être les ennemis de l'Amérique à un moment précis de l'histoire? Bien sûr, c'est-à-dire que les médias racontent une histoire. Il faut que cette histoire-là soit accessible, soit claire, soit simple, soit courte, soit précise et soit plus intéressante que celle des autres médias. Alors, à partir de avec des moyens limités, par ailleurs. Alors, ça commence à faire beaucoup de paramètres là, pour raconter quelque chose de complexe comme un conflit, comme une guerre, comme des tensions géopolitiques. Alors, effectivement, on a tendance à simplifier. La démonisation, c'est une des techniques qu'on utilise. Personnaliser aussi, c'est aussi une technique qu'on utilise pour rendre la guerre plus humaine, plus compréhensible, plus accessible pour les gens. Alors oui, démoniser Poutine, ceci étant dit, ça fait longtemps qu'on le fait, là. Démoniser Poutine, là, c'est pas de la guerre en Ukraine que ça date. Démoniser Hussein aussi, là, on a fait ça bien avant 2003. Mais tous les ennemis américains, ils sont passés. Slobodan Milosevic aussi, c'était Hitler. Il y a beaucoup d'Hitler potentiels dans l'histoire récente, là, parce qu'on a comparé tous les ennemis américains avec Hitler à un moment donné. Là. Alors, ça fait partie de la façon dont on raconte une histoire. L'Irak a été présenté de façon presque caricaturale et Frédéric va peut-être se rappeler, moi, j'avais une affection particulière pour l'histoire de Jessica Lynch, n'est-ce pas? C'était une soldate américaine qui avait été une des premières prisonnières de guerre pendant le conflit irakien. On avait un peu stagé sa libération, là, alors que c'était peut-être pas nécessaire d'en faire autant. C'est devenu une célébrité presque instantanée. Ça a ruiné sa vie, en fait, ultimement. Mais donc, on essaie d'humaniser le conflit, on essaie de démoniser l'ennemi parce que c'était ça l'affaire. Jessica Lynch a été retenue prisonnière par des gens qui la torturent, alors que c'était des médecins qui étaient en train de la soigner, qui la détenaient. Il y a quelques nuances à faire aussi là-dedans, mais tout ça pour dire que ça fait partie de la façon dont on raconte une histoire, parce que pour les gens dont ce n'est pas le pain et le beurre, la politique étrangère, il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit compréhensible.
Et quelquefois, évidemment, ça passe par des techniques là, qui sont de cette nature, c'est-à-dire démoniser des adversaires pour bien faire comprendre aux gens dans quel camp il faut se positionner. Et dans le cas de l'Ukraine, je m'excuse Raphaël, je te laisse le micro ensuite. Dans le cas de l'Ukraine, c'est la même chose. Le contexte est fort différent, évidemment, mais c'est cette idée aussi il n'y a pas de nuance possible. Moi, j'entends pas beaucoup parler au-delà du fait de l'élargissement de l'OTAN puis d'une blessure d'orgueil, là, j'entends pas beaucoup de raisons historiques, géostratégiques pour expliquer la position de la Russie. Pas que je la défende par ailleurs, soyons clairs là-dessus, mais il y a tout un discours qu'on n'entend pas, un peu comme il y a tout un discours qu'on n'entendait pas en 2003. Donc, on simplifie, à tort ou à raison, on démonise parce que c'est plus facile aussi. Oui, puis on veut plaire à l'auditoire. Je pense Bien, que tout à fait. la question des codes surtout dans le contexte actuel des médias, là, c'est encore plus important qu'en 2003, je pense. Les médias, puis dans un ouvrage, je parle beaucoup de Dan O'Meara aujourd'hui, ça fait 2 fois que j'en parle, mais on avait étudié avec Dan O'Meara, Alex McLeod et David Grondin la représentation de la guerre en Irak au cinéma hollywoodien. Exact. Et on voit aussi que même si la guerre est vue comme étant un échec, une erreur, le cinéma hollywoodien n'est pas très critique jusqu'ici. Peut-être ça va venir plus tard, mais de ce que les États-Unis ont fait en Irak, parce qu'on raconte des histoires qui plaisent, qui ne choquent pas trop, qui ne brassent pas trop. Et il y en a un qui le fait. On parle de la souffrance des soldats, des problèmes psychologiques des soldats. On ne parle pas de la guerre tant que ça, que des soldats. C'est la façon d'en parler positivement, la guerre en Irak. Exact. Et il y a un réalisateur qui a fait un film hyper critique de la guerre en Irak, c'est Brian De Palma, qui a fait Redacted. Et vous irez lire ce qu'on a dit à propos de ce film-là quand c'est paru. On disait que De Palma était antipatriote, que son film était de la M. Ça n'a pas très bien passé. Pourquoi? Parce que si on fait une analyse des façons de procéder des médias et du cinéma hollywoodien, ce qu'on veut, c'est plaire, c'est réunir, c'est rassembler, c'est que les salles soient pleines. Donc, on veut certainement pas trop choquer avec des discours qui contredisent le discours ambiant, ce qu'on a envie d'entendre à un moment précis de l'histoire. Raphaël, vous voulez rebondir sur... Simplement en mentionnant que plus on vit longtemps, plus c'est pas nécessairement qu'on voit des choses, mais qu'on revoit des choses. Ouais. Ho Chi Minh, Saddam Hussein et Vladimir Poutine ont tous ceci en commun, à part le fait d'être des dictateurs et être des êtres, j'imagine objectivement jusqu'à un certain point assez répréhensibles. Ils ont tous été comparés par les médias, les présidents américains qui étaient en fonction à leur époque à Adolf Hitler. Peut-être juste rajouter, pour revenir aussi à faire le parallèle avec l'Irak et la couverture médiatique. Dans le cas de l'Irak, les médias se sont beaucoup fiés aux sources officielles de l'administration américaine. Même chose dans le cas de l'Ukraine. Et une des grandes différences, c'est que le renseignement américain a beaucoup mieux fait dans le cas de l'Ukraine pour anticiper les intentions et la planification du conflit du côté de la Russie. Et incidemment, les médias ont paru un peu plus brillants aussi dans l'anticipation parce que l'information qui a été fournie, elle était plus avérée, plus juste par les administrations américaines. N'en demeure pas moins qu'il est difficile dès le départ pour, comme Karine le disait, les médias d'être très critiques, d'avoir des informations contradictoires qui sont valables, fondées sur du renseignement parce qu'on dépend grandement de ce qui est partagé par l'appareil de sécurité nationale aux États-Unis. Julien Toureille, Karine Prémont, Raphaël Jacob, Vincent Boucher, merci beaucoup pour cette première table ronde sur, sur les effets sur la politique américaine de cette guerre en Irak, de cette invasion en Irak qui a débuté il y a 20 ans. Merci à vous quatre, merci aux gens dans la salle, merci aux gens à la maison. On reste là, on se revoit dans 15 minutes.